Ça y est, c'est l'été. Les cigales chantent, petits et grands se prélassent, et vous écoutez un podcast. En voilà une excellente idée. Figurez-vous que moi aussi, je profite de l'été pour recharger mes batteries et me reposer. Mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Durant tout le mois d'août, je vous propose de découvrir des épisodes d'autres podcasteurs et podcasteuses écolos. Cela vous permettra de faire de belles découvertes, tout du moins, je l'espère. Cette semaine, je vous propose de découvrir le jeune podcast d'Amandine Lafont. Lancé il y a quelques mois seulement, Lien précieux est un podcast qui remet l'intime au cœur de l'urgence environnementale. J'ai choisi de vous partager cet épisode car je pense qu'il vous sera utile au quotidien et peut-être même dès cet été. Dans cet épisode, Amandine reçoit John Creamer, membre des Shifters. Ensemble, ils se questionnent sur l'attitude à adopter pour inciter ou pas nos proches à changer et à les encourager à devenir plus écolos et engagés. J'espère que cet épisode vous plaira. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a été réalisé par Amandine et son ton et la structure de son épisode me font penser au travail de Delphine Saltel avec le podcast Vivons heureux avant la fin du monde, que je vous recommande aussi. Allez, je vous souhaite une bonne écoute et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Basilic pour ne rien manquer. À très vite. T'en as rien à foutre de la planète ou... Chaque génération va critiquer la génération qui arrive. Je ne crois pas au modèle Amish. T'angoisses pas trop ? Ah si, j'angoisse. On écoute, on accueille, inconditionnellement. Accepter que la nature des relations qu'ils entretiennent avec les autres change aussi. Nous sommes en train de nous séparer et de nous diviser. L'intime est politique. Je fais vraiment l'effort sincère de comprendre votre monde. Lien précieux, le podcast qui remet l'intime au cœur de l'urgence environnementale. Je suis Amandine Lafont et l'écologie, les autres et moi, c'est pas toujours ça. Vous non plus ? Alors entre deux séries de témoignages, retrouvons des experts qui nous proposeront leurs éclairages et des outils pour gérer au mieux nos relations aux autres. Épisode 5. Vouloir changer ses proches. Une fausse bonne idée ? Peut-on se changer soi sans que les autres changent autour de soi ? Le chemin vers une vie plus sobre se heurte vite au côté éminemment social de notre espèce humaine. Difficile de manger plus végétal si le reste de sa famille reste accro à la viande. Charal ! Compliqué de continuer à partir en vacances avec ses amis pour qui repos rime avec plage et noix de coco. Et puis, il y a tout ce qui ne dépend pas de la volonté des gens. Ce n'est pas ma faute. Mais de ce que le chercheur en neurosciences cognitives Albert Moukébert nomme l'architecture du choix. Les choix qu'on peut faire en tant qu'individu dépendent des options qui existent au sein de la société. Si j'ai envie de me passer de voiture dans mes déplacements au quotidien, alors que je vis loin de mon travail et que je ne bénéficie ni de transports en commun, ni de pistes cyclables sécurisées, je risque de renoncer. Pour autant, sommes-nous condamnés à l'impuissance ? En 2019, le cabinet de conseil Carbone 4, fondé notamment par Jean-Marc Jancovici, publie une étude intitulée « Faire sa part », qui va faire beaucoup parler d'elle. On y apprend en effet que si nous souhaitons atteindre nos objectifs climatiques définis dans l'accord de Paris, l'action individuelle peut permettre à elle seule de réduire de 20% l'empreinte carbone d'un Français moyen. C'est à la fois peu, l'essentiel des leviers étant structurel et donc aux mains des politiques et des entreprises, et beaucoup. Nous avons réellement des moyens d'agir à notre échelle. C'est ce qui a intéressé les Shifters, l'association de soutien au think tank The Shift Project, un groupe de réflexion présidé par Jean-Marc Jancovici, et oui, encore lui, qui travaille à libérer l'économie d'une double contrainte. La contrainte carbone, avec, en amont, la contrainte que représente notre dépendance aux énergies fossiles. L'association, qui fête ses 10 ans d'existence cette année, compte aujourd'hui plus de 20 000 membres, un peu partout sur le territoire et même au-delà. Les Shifters ont ainsi initié différents travaux autour de la responsabilité individuelle. Il y a eu un premier travail, le rapport Shift Your Life, qui a identifié une trentaine d'éco-gestes répartis dans 7 catégories. L'alimentation, les transports, le logement, les biens de consommation, l'informatique, la finance et l'engagement citoyen. Puis une autre équipe s'est montée, Shift One Team, ou Shift Intime,
pour répondre à la question suivante. Une fois qu'on a levé les freins structurels, comment fait-on pour que ces éco-gestes, ces nouveaux comportements, soient adoptés en masse par le reste de la population et notamment nos proches ? Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent nous aider à embarquer les gens autour de nous, à faire changer leur regard sur ces transitions ? Leur rapport, comment faire évoluer les comportements de ses proches vers des pratiques décarbonées, sorti en 2020 et rédigé à une dizaine de mains avec l'appui de nombreux experts, est une pépite. Une première partie présente une approche théorique, avec des éléments de psychologie sociale et de sciences du comportement. La seconde partie aide à définir un protocole de changement. Qui faire changer ? Quel objectif se fixer ? Quelle posture adopter ? Et quel éco-geste choisir, en fonction d'une matrice gain-effort basée sur les travaux de Shift Your Life. Et enfin, la troisième partie, très pratique, propose 4 scénarios concrets pour accompagner le changement d'un proche, dans des domaines très variés de nos vies. John Creamer, bénévole de la première heure au sein des Shifters et co-auteur du rapport, a accepté de répondre à mes questions, et notamment la première qui m'est venue en prenant connaissance de leurs travaux. À qui fait-on référence exactement quand on parle des proches ? Avant de se poser la question de qui, c'est déjà important de se demander pourquoi on veut faire changer, parce que ça va beaucoup diriger finalement les personnes qu'on va aller voir. Quand on est convaincu, ça peut être compliqué effectivement de traverser ce changement-là, et on a tout le temps envie d'embarquer aussi les gens autour de soi. Mais ce qui est important aussi dans cette démarche, c'est qu'on n'est pas en train de dire nous on a raison, il faut faire changer tout le monde. C'est plutôt une démarche partagée, une manière de créer du lien, de renforcer des sympathies existantes, de fertiliser nos relations, d'embarquer des gens sur un parcours de transition qui est super intéressant et qui est très joyeux finalement, et de renforcer notre capacité collective à faire face au stress climatique. Donc c'est une démarche qui est vraiment positive en ce sens-là, et donc le but c'est pas juste de rentrer dans des rapports de force, de confrontation qui peuvent être très désagréables et très difficiles à vivre. Ok. Du coup, là, moi, je comprends que vouloir attaquer sa famille en frontal lors du prochain repas de Noël, au risque que ça vire au pugilat, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier ? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. Et c'est fort, hein ? Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Donc voilà, il faut faire très attention à la démarche qu'on a. Donc par exemple, nous, on a tout de suite éliminé d'essayer de faire changer des groupes entiers. Quand on est seul contre tous, ça peut être très compliqué. Au contraire, ça va souvent renforcer l'effet de groupe et donc avoir complètement l'effet inverse de ce qu'on cherche à faire. Donc on déconseille en tout cas d'aller dans cette approche-là, même si ça peut se faire, hein, mais c'est pas en tout cas l'objet du rapport. Et on s'est posé la question aussi de qui on fait changer. Est-ce qu'on fait changer nos proches, par exemple ? On a eu la chance de travailler avec les différents experts qu'on a consultés, avec une chercheuse qui nous a appris la différence entre les liens forts et les liens faibles. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais en fait, c'est plus facile de changer, de faire changer des gens avec qui on a des liens faibles, c'est-à-dire des gens qu'on connaît depuis relativement peu de temps, parce qu'ils nous connaissent moins, parce qu'eux nous apportent aussi beaucoup de différences, ils ont d'autres manières de réfléchir, etc. Et donc, c'est des relations fertiles pour justement faire évoluer nos comportements, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, versus les liens forts. Donc, par exemple, typiquement sa famille, ils nous ont vu grandir, ils nous connaissent depuis tout le temps. Donc, c'est compliqué de venir en disant, en fait, moi j'ai changé et on va tous changer, parce que c'est beaucoup plus compliqué, il y a des enjeux d'identité. On peut imaginer des cercles concentriques. Donc à la base, on a vraiment la famille, ensuite on a les amis proches qui nous connaissent depuis très très longtemps, puis ensuite on a les collègues, et puis les amis de nos collègues, etc. Et donc c'est aussi plus simple d'aller vers ces gens-là qu'on connaît depuis moins longtemps, qui sont souvent un peu plus alignés aussi avec qui on est actuellement, et avec qui ça va être plus simple d'avoir des conversations apaisées et donc constructives. Mais du coup, avec les collègues, même si on les connaît un peu moins, l'effet groupe joue aussi en contexte professionnel. Comment peut-on s'y prendre ? C'est pas on rentre dans l'open space un matin et on dit c'est parti, on va mettre un pull et puis on va mettre le chauffage à 19. Pour embarquer ce genre de comportement, c'est important d'initier une démarche collective. Ça y est, elle est partie. Donc d'abord constituer un groupe avant de gens avec qui on va pouvoir discuter à la pause café, avec qui on va aller manger, et puis on se rend compte que finalement on a des affinités un peu similaires, et donc on réfléchit à des choses qu'on peut mettre en place ensemble avant de partir seul contre tous, quoi.
qu'on dit, c'est commencer par des discussions un peu plus simples avec des gens avec lesquels vous êtes un peu plus alignés, que vous connaissez un peu moins. Et aussi, c'est quand même important qu'ils sont aussi prêts à changer, qu'ils ont exprimé quand même au moins un intérêt ou un désir, parce que pareil, c'est une chose qui ressort dans le rapport. On dit les faits n'ont de sens que si nous sommes prêts à les voir ou les entendre. Et donc, dans une discussion, c'est important qu'il y ait une réceptivité quand même de l'autre côté. Et donc ça, c'est important aussi d'installer les conditions de cet échange. En fait, c'est super important d'avoir bien ça en tête parce que c'est une cause qui nous tient à cœur, c'est un lien émotionnel très fort et on peut se retrouver face à des gens pour qui c'est juste un jeu rhétorique finalement de dire, d'aller chercher « Ah mais t'avais pas pensé à ça, mais t'avais pas pensé à ci » et eux voient vraiment ça comme un jeu, ils vont passer 10 minutes à s'amuser alors que de l'autre côté ça peut vraiment faire souffrir la personne, quand c'est très profond. Et donc voilà, c'est vraiment pas, il faut pas rentrer dans ces jeux-là. Ce qui compte, on le redit, c'est vraiment d'essayer de passer des bons moments autour de valeurs qui nous sont chères avec nos proches dans une optique de partage, et s'il n'y a pas cet échange-là, faut vraiment pas y aller, quoi. Ce que John décrit ici, je l'ai vraiment vécu avec des membres de ma famille. Alors que j'avais décidé de ne plus forcément aborder ces sujets-là, pas tant par crainte du conflit que parce que j'en parle déjà beaucoup toute la semaine de par mon métier et que parfois en soirée ou en week-end, j'ai juste besoin de souffler, je me faisais systématiquement mettre sur le grill par rapport à mes choix de vie. Le jour où l'un d'eux, à court d'arguments, m'a dit « Les scientifiques, tu n'as que ce mot-là à la bouche, mais moi je m'en fiche de ce que disent les scientifiques. » En réponse à mon argumentation sourcée et étayée, j'ai compris que tout cela n'était que de la joute verbale, qu'il valait mieux que je lâche l'affaire et que ce n'était pas comme ça que je parviendrais à les convaincre, si tant est que j'y arrive un jour. J'ai décidé de porter mon attention sur les personnes qui étaient déjà capables d'entendre le discours. Mais même là, entre comprendre les enjeux, les intégrer et passer à l'action, il me semble y avoir tout un monde. Pour comprendre le changement, il faut vraiment comprendre l'écart qu'il peut y avoir du coup entre l'intention de changement et sa réalisation concrète. Il y a 3 étapes grosso modo pour schématiser. La première, c'est la connaissance. Donc avoir l'information. L'information, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle arrive au bon moment, en bon endroit, en bonne quantité et sur le bon support. Donc déjà, ça fait beaucoup de cases à cocher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans le savoir, on a tout un tas de filtres qui viennent déjà accepter ou non l'information quand elle va arriver. On va par exemple avoir tendance à rejeter des idées qui remettent en cause notre identité. On va fermer les yeux sur ce qui contredit aussi notre sentiment d'être bon. On n'a pas envie d'être vu comme le mauvais, donc quelque chose qui va un peu nous heurter, comme ça on va tendance à le mettre de côté. On va réprimer aussi les faits qui nous irritent ou qui nous culpabilisent. On va aussi écarter les informations qui vont pas forcément dans le sens de la manière dont on pense. Il y a tout un tas de filtres déjà qui arrivent là, qui s'appellent des biais. Une fois qu'on a pris cette information-là, il y a un autre moment qui est la motivation, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi se dire, j'ai compris, maintenant je vais le faire. Et là, pareil, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. La déresponsabilisation, de se dire non mais je suis qu'un individu, ça sert à rien que je le fasse, ça changera rien. L'abandon, on va se dire non mais de toute façon c'est déjà trop tard, les 2 degrés c'est déjà parti, donc foutu pour foutu, autant rien faire. La vision aussi de prendre que les mauvais côtés, en disant toujours les mêmes qui vont faire les sacrifices, donc non, moi ça me va pas, etc. Et puis un dernier groupe qui sont les solutions non transformatrices, c'est-à-dire que on va dire c'est pas grave, on va pas changer de modèle, on va juste mettre des énormes capteurs dans le ciel pour stocker tout le CO2 et puis on continue, roule ma poule, et puis d'ici 10 ans, on aura sûrement trouvé une solution, quoi. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, en plus du rapport de l'équipe Shift One Team, je vous propose de consulter les 12 discours de l'inaction climatique analysés par une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge, dont vous pouvez retrouver la traduction sur le site de Bon Pote. Après, il y a l'action. C'est effectivement là qu'on se met en marche, mais même là, il faut faire attention. Il y a des actions qui peuvent générer ce qu'on appelle un effet rebond. En fait, une action n'est pas forcément bonne ou mauvaise en soi, c'est comment on va l'appliquer, à quelle échelle, qui va faire l'efficacité. Si on prend l'électrification, c'est très bien parce que l'électricité, on peut plus facilement la décarboner que le gaz, par exemple, ou le pétrole, etc. Par contre, ça veut dire qu'on va consommer beaucoup plus de métaux. Donc, on va créer d'autres types de dépendances et d'autres types de problématiques. Et donc, il faut toujours avoir ça en tête. C'est pareil quand on veut remplacer du plastique par du papier, par exemple. C'est super, sauf que derrière, ça peut générer de la déforestation, des choses comme ça. Et donc, il y a déjà cette notion d'effet rebond à bien avoir en tête. Et puis aussi, quand on agit à titre individuel, il y a toujours le risque de rechute. Essaye d'être hyper végétarien,
plus manger de viande, et puis finalement au bout d'un mois ça me ressemble pas, je suis pas dedans, ça me contraint trop et donc j'abandonne complètement. Mais il faut aussi avoir conscience que ça fait partie du processus. Il faut pas non plus se mettre une pression comme ça. Il y a des choses qui vont arriver progressivement, il faut tester un pas, 2 pas, et ça vaut aussi pour ses proches. On peut essayer de convaincre ses proches et puis finalement on a l'impression qu'ils ont complètement changé et puis en fait pas forcément, où il y a des comportements qui reviennent. C'est pas grave, ça fait partie aussi de qui ils sont. C'est un processus qui est progressif, chacun le fait à son rythme. Et donc aussi, il faut essayer de déculpabiliser là-dessus, parce que derrière, c'est ce qui risque aussi d'interrompre l'action, et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Cela me fait penser à ce que décrivait Aurélien Desragnes, cofondateur de la Fresque du numérique et du puzzle climat, dans l'épisode 3 du podcast, à propos de son ami, auquel il avait fait une promesse, qui l'a conduit à reprendre l'avion. Il dit qu'il a vraiment pris conscience depuis plusieurs années. Peut-être un tout petit peu après moi, mais son discours a plutôt changé depuis quelques années, mais pas ses actes. Pas du tout. Alors, peut-être il va dire oui un peu, mais alors vraiment, je ne vois pas trop où. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur le sujet qu'on appelle la cognition. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on se comporte correctement, pour qu'on vive correctement, notre cerveau, il a besoin de faire sens de l'environnement physique et social qui l'entoure. Donc en fait, la cognition, elle a 2 grandes fonctions. La première, c'est du coup faire sens de l'information qu'on collecte au sein de notre écosystème de manière à optimiser nos comportements. Par exemple, quand je conduis une voiture, c'est hyper compliqué parce qu'il y a plein de choses que mon cerveau doit comprendre. Il faut bouger le volant, il faut bouger les vitesses, et puis il y a toute l'information de la route qui arrive. Moi, je me souviens quand je commençais à conduire, j'arrivais sur un rond-point, c'était complètement la panique. La descente de vitesse, il fallait voir ce qui arrive en face, etc. Au début, je me disais, c'est mort. Je ne roulerai jamais sur un rond-point de ma vie, j'irai jamais à Paris en bagnole de ma vie, c'est complètement impossible. Et au final, plus on roule, plus en fait notre cerveau il va créer des automatismes pour finalement créer de la bande passante. Et maintenant, ça fait 10 ans que je conduis, boum, j'arrive sur un rond-point, j'y réfléchis même plus, tu rétrogrades, tu fais attention, etc. Et en même temps, tu peux continuer la conversation avec ton pote absolument sans problème. Et en fait, pour le schématiser, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman qui a résumé ça en disant en fait, notre cerveau, il a 2 grands systèmes. Un système 1 qui est le système qui est vraiment expérientiel, intuitif, préconscient, rapide, automatique. Donc c'est celui en fait qui assure 80% des tâches du quotidien. Et puis un système 2 qui est le système qui est conscient, analytique, lent et rationnel. Et c'est celui qui prend beaucoup de temps. Et donc par exemple au début quand j'apprends à conduire, je suis dans ce système 2. Et puis quand j'ai pris mes automatismes, je suis dans ce système 1. Le système 1, c'est ce qui va générer un certain nombre de stéréotypes. Mon cerveau, il détecte tout de suite la situation et à partir d'automatismes, il dit là c'est dangereux, là tout va bien. Et il va mettre en place aussi ce qu'on appelle aussi des biais cognitifs qui sont en fait plein d'automatismes qui vont me permettre à moi finalement de mieux réagir face à des situations. Dans les biais, il y a un biais qui s'appelle le biais d'attribution. Je vais avoir une mauvaise expérience dans une situation et du coup mon cerveau va dire écarte-toi de ce type de situation. Je vais aller goûter un type de cuisine pour la première fois mais c'était vraiment dégueulasse. Ça me dégoûte. S'il faut, ça avait absolument rien à voir avec la cuisine en soi mais avec le cuisinier, mais dans ta tête tu vas dire non mais ça j'aime pas ce type de nourriture donc j'y vais pas. C'est des choses qu'on avait vues par exemple au début, à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, par exemple les premières voitures électriques, elles n'avaient pas forcément beaucoup d'autonomie, etc. Elles ont acquis une mauvaise réputation et puis il y a plein de gens qui sont encore sur cette image-là. Il y a d'autres biais comme l'effet de halo. Si je prends l'exemple de Greta Thunberg, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas sans même avoir commencé à écouter ce qu'elle essaye de dire, juste parce que c'est une enfant. Donc c'est une enfant, donc elle y connaît rien. En plus, c'est une femme, donc elle s'est mise à pleurer pendant son discours, donc voilà, émotionnelle, etc. Donc on va associer plein de choses à cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec elle, mais juste par rapport à des biais finalement inconscients. Il y a d'autres types de biais, par exemple le principe d'association aussi, qui marche beaucoup. Je ne crois pas au modèle Amish. C'est une manière d'associer l'image du Amish avec finalement la sobriété et de créer un biais négatif là-dessus. Après, il faut bien avoir en tête que ces biais du coup peuvent être utilisés positivement et négativement.
un biais d'association positif. Ton ami qui vient te rejoindre, il prend le train plutôt que la voiture ou l'avion, et t'arrives, et quand tu le dis, tu lui dis « Ah, mais c'est super, de toute façon, je savais que tu viendrais en train, t'as toujours été quelqu'un de responsable. » On associe le fait qu'il prenne le train au fait qu'il soit responsable, et au fait que ce soit lui, et donc c'est bien, et donc c'est valorisant. On utilise ce biais pour créer des effets un peu d'ancrage. Et donc, pour revenir sur cette histoire de l'ami qui, dans sa tête, lui, il est super à fond, mais il fait pas le lien forcément, parce que tous ces biais permettent de construire un monde pour l'individu, un monde sensé, un monde dans lequel il peut se comporter correctement. Et donc, même s'il est hyper convaincu, dans sa tête, ses comportements sont peut-être pas si nocifs que ça. Et donc, il va laisser finalement filtrer un petit peu les informations. Son pote va lui dire « J'ai vachement de difficultés parce que je dois prendre l'avion », mais lui va se dire « Non, mais c'est parce que lui, il est vraiment à fond, et puis il a fait son pulse du climat, etc. Donc lui, c'est vraiment un extrême, mais moi, j'ai pas besoin de faire tout ça, par exemple. » Il pense pas forcément comme ça, c'est peut-être pas conscient, mais il se dit « Moi, finalement, ça me concerne moins que lui, et donc peut-être que j'ai moins d'efforts aussi à faire que lui. Ça n'empêche pas que je suis une très bonne personne par ailleurs, et que je fais aussi déjà suffisamment d'efforts, en tout cas pour moi, pour le climat. » Donc c'est des choses qui rentrent dans la psyché des gens, et qui font qu'ils vont avoir peut-être pas forcément les mêmes réactions. L'écart en fait entre les intentions et les actions, ça peut créer aussi ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer dans le changement. Déjà, c'est un indicateur pour soi qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on fait et nos valeurs. Et donc, ça peut être quelque chose à creuser, c'est important de s'écouter. Mais par rapport aux autres aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut aller chercher assez facilement finalement. On peut aller demander à son ami en disant, au fait, et toi ? Et de renvoyer et créer cette interrogation qui arrive peut-être pas forcément naturellement et sur lequel, effectivement, on peut tirer, puisque un des biais très importants, c'est le biais de cohérence. Et donc, si on a commencé à faire certains types de comportements, par exemple, j'achète bio au supermarché, et moi, ça va créer un premier effet qu'on appelle l'effet de gel. C'est un sociologue qui s'appelle Kurt Lewin qui a mis ça en avant, qui dit, en gros, plus on va avancer dans l'effort, à chaque niveau, on va être de plus en plus engagé, et ça va être compliqué de revenir en arrière. Et donc, par exemple, je fais du bio, et puis on vient me voir, et on me dit, au fait, c'est bien de manger du bio au supermarché, mais c'est encore mieux d'acheter du bio en circuit court, parce que comme ça, c'est local. Du coup, c'est du bio plus, donc je vais le faire. Et puis après, 3 mois plus tard, on dit, au fait, est-ce que tu as un compost en bas de chez toi ? Est-ce que tu as pensé à balancer au compost ? Parce que c'est comme ça, ce que tu prends à la terre, tu peux lui restituer, etc. Et donc comme ça, on peut avancer par palier sur un niveau d'engagement de plus en plus fort à partir de ces effets de gel, ces effets de cohérence qui sont des éléments quand même très très forts et qui permettent vraiment de changer. Nous, on s'est beaucoup appuyé dans les scénarios justement sur cet effet de gel progressif, de dire on commence petit et puis on met une action en place, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. J'ai parlé de la première grande fonction de la cognition. Il y en a une deuxième qui est de coordonner les comportements dont je viens de parler dans nos relations avec d'autres individus, parce qu'on est quand même des animaux sociaux, et donc on base énormément de nos comportements sur les autres, puisque si on a un comportement qui nous exclut du groupe, c'est très compliqué après. Il y a 100 000 ans, être exclu du groupe, c'était signer son arrêt de mort, donc c'est quelque chose de très ancré en nous, et donc on va avoir tendance à préférer avoir tort avec le groupe qu'avoir raison tout seul. Et donc ça crée des effets assez importants, des effets notamment de normes. On a du coup tout ce qui va être aussi pression du groupe, avec tout ce qui va être contagion comportementale. On sait que ce qui va faire que votre enfant va fumer, c'est beaucoup moins l'éducation que vous allez lui donner en tant que parent que le nombre de ses copains qui vont fumer ou pas. Statistiquement, on peut quasiment savoir si un gamin va fumer ou pas, et l'âge auquel il va le faire par rapport à ses fréquentations. Et ça peut être pris aussi à l'inverse. Par exemple, on a remarqué en Californie sur l'installation des panneaux solaires, ça se faisait vachement par quartier parce qu'en fait, quand le voisin met des panneaux solaires, on se dit ah bah tiens, je vais le faire aussi finalement, c'est accepté par mon groupe et donc c'est quelque chose que je vais faire. Dans l'épisode 4 du podcast sur les capitalistes anonymes, nous avons même vu à quel point le groupe pouvait être soutenant dans une transition personnelle. De contradiction. Moi, je suis passionné, par exemple, de sport mécanique. C'est super dur aujourd'hui d'être fan de ça. C'est un truc de gamin, mais aujourd'hui, je le vis. On va exploiter finalement la pression des pairs, c'est-à-dire le fait de venir me livrer devant des gens et de dire je prends cet engagement devant vous, ça va considérablement renforcer par rapport à si je faisais ça tout seul dans mon coin. Et donc si on se dit que le capitalisme finalement c'est un peu une addiction, le fait de pouvoir en parler autour de soi, de dire moi j'aimerais changer mais c'est super dur parce que j'adore l'avion et je me verrais pas ne pas voyager dans ma vie, etc. Le fait de pouvoir en parler avec des gens, ça va aussi permettre de mettre cette pression des pairs qui peut être négative au service du coup de ma
la transformation. Et donc ça, c'est des éléments de psychologie sociale un peu plus globale qui sont importants à avoir en tête. Et il y a une dernière famille, en fait, qu'on a découvert, une analyse de ce que la culture préétablit par rapport à notre communication. Un bouquin d'Edward Hall, Le langage silencieux. En fait, avant même d'ouvrir la bouche, on a déjà tout un tas de schémas de pensée qui sont hérités de notre culture. Et on est déjà conditionné sur un certain nombre d'imaginaires, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire j'ai vachement envie de devenir végétarien. Je vais dire ça à ma meilleure pote, elle va se dire bah c'est super, on va pouvoir tester tous les restos un peu branchés du 11e, top. J'ai très faim et je mange vegan. Je vais dire ça à la même phrase à ma grand-mère par exemple, elle va se dire mais mon Dieu, déjà il va s'affamer parce que un repas sans viande, c'est pas de la vraie bouffe. Le pauvre, il est en train de se laisser mourir de faim, c'est pas possible. Puis elle se dit aussi, je vais probablement perdre un des liens les plus forts que j'ai avec mon petit-fils parce que moi, j'adore faire la cuisine, j'adore lui faire à bouffer, je sais pas cuisiner végétarien, qu'est-ce que je vais lui faire à manger ? Je vais pas pouvoir lui faire à manger, il va manger ses plats à côté de moi. On va perdre ce lien hyper fort qui nous réunissait. Et donc en fait, derrière cette affirmation végétarien et l'imaginaire derrière de l'assiette végétarienne versus les autres, en fonction de la personne avec qui on va en parler, en fonction de son ancrage, de là d'où il vient, de ses imaginaires, etc., eh ben on va pas du tout avoir la même réaction. Et ça, c'est quelque chose de super important qu'on va retrouver tout le temps. Je prends un autre exemple, le SUV, la grosse voiture familiale ou d'avoir une piscine ou des choses comme ça. On a beaucoup de sujets aujourd'hui, moi dans les Pyrénées-Orientales, sur l'eau par exemple, tout le monde a sa piscine. Et parce que c'est aussi un symbole finalement un peu de réussite sociale, c'est-à-dire que j'ai trimé toute ma vie, à la fin je vais avoir mon pavillon avec ma piscine et pouvoir en profiter parce que j'ai bossé pour ça. Et donc d'aller contre ça en disant bah non en fait les piscines c'est fini parce que maintenant il y a des restrictions, c'est aussi super compliqué et c'est super compliqué d'avoir du changement là-dessus parce qu'il y a tout un imaginaire finalement qui est derrière et en fait on s'est rendu compte à travers ce travail que dans les freins structurels où on pensait que c'était vraiment les politiques etc, ben, il y a aussi tout l'aspect culturel qui est vraiment très important à avoir en tête quand on veut vraiment générer un changement, c'est-à-dire qu'on a chacun a des visions du monde et que c'est ces visions du monde qu'il faut être capable aussi de faire bouger, ces imaginaires qu'il faut faire bouger pour créer un futur désirable vers lequel on va accepter d'aller et pour lequel on va accepter de changer. Faire bouger les imaginaires, c'est ce qu'ont essayé de faire avec beaucoup d'humour et de créativité les équipes de Bruxelles Mobilité pour encourager les gens à marcher dans un spot publicitaire hilarant. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. C'est vraiment important de passer des bons moments, de valoriser le bon, de privilégier l'expérience à la pédagogie. Le but, c'est vraiment pas de raconter à la personne ce qu'elle doit faire, mais vraiment de le faire avec elle, prendre son temps aussi. Et c'est vraiment ça, c'est une action et puis on attend. Et puis voilà, le but, c'est pas de braquer des gens, c'est pas de dire tu viens pas chez moi si ceci ou on passe pas de temps ensemble si on fait pas comme ça. Mais voilà, juste de profiter de ces moments pour peut-être amener sur des sujets de réflexion, des choses ensemble qui peuvent derrière faire changer de point de vue et derrière l'action. Mais ce qui est intéressant finalement avec ce sujet-là de l'écologie, c'est que c'est aussi quelque chose qui nous dépasse, un sujet sociétal un peu plus global et donc on peut imaginer une reconfiguration de ces liens par rapport à cet avenir-là. L'idée c'est vraiment d'aller vers un avenir désirable qui soit émancipateur pour tout le monde finalement. Et donc c'est là que c'est intéressant et c'est là que ça justifie finalement de vouloir essayer de marquer autour de soi, ce qui peut être différent quand c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Une chose qui a particulièrement résonné en moi à la lecture du rapport, c'est une phrase de sa conclusion. Au final, ce qui détermine notre capacité à provoquer des changements profonds, ce n'est pas tant la qualité du message, ni même du messager, que les liens, les images, les sentiments et les souvenirs que nous arrivons à créer ensemble. On voit que l'équipe, au fil de son travail, a ressenti le besoin de s'éloigner du discours plutôt scientifique des premières pages, avec des techniques pour convaincre, embarquer, pour aller vers un questionnement plus intime. Finalement, comment est-ce qu'on construit ensemble, collectivement, un avenir qui soit apaisé ?
Le monde, il a pas forcément besoin de beaucoup plus de connaissances, mais par contre, il a beaucoup plus besoin d'empathie. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à embarquer sur ce futur désirable. Et donc, il dépend beaucoup de la joie, en fait. Il y a un bouquin que je recommande à tous ceux qui portent comme ça des combats qui s'appelle Joie militante, qui parle de ce sujet-là en disant, finalement, c'est important de mettre beaucoup de joie dans ce qu'on fait parce que c'est compliqué. On fait pas forcément parce que ça nous fait plaisir, mais aussi parce qu'on a un besoin intérieur dans nos tripes de réaliser ce changement. Un écueil qu'il faut essayer d'éviter dans justement cette réflexion autour du changement. Souvent, on dit le changement, c'est souffrir. La transition, c'est souffrir un peu maintenant pour pas souffrir plus tard beaucoup. Tout ça, c'est complètement vrai, mais ça fait pas envie. Alors, c'est utile quand, par exemple, Greta va dire How dare you! Invectiver comme ça de manière très forte les pouvoirs publics avec justement ce côté-là, c'est aussi très pertinent, ça a son sens, et c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de dire il y a des meilleures manières que d'autres. Mais il y a aussi un élément de joie qu'il faut savoir conserver. Ce futur-là, il va arriver aussi spontanément parce que c'est d'autres expériences qui peuvent procurer beaucoup de joie sans forcément se passer par effectivement ce spectre de c'est l'écologie, donc c'est pour ça qu'il faut le faire, etc. Et qui va se faire un peu naturellement. Il faut aussi décomplexer ou pas se mettre trop la pression, même s'il y a une urgence climatique qui est réelle, qui est là, mais de se dire il faut que ça passe par de l'adhésion et ça va venir, ça va se construire sur le temps long pour plein de raisons différentes et chacun va chercher là-dedans son propre compte, mais c'est important que ce soit quelque chose qui soit fait collectivement et qui soit désirable. Cramer du pétrole, ça permet de faire plein de choses très sympas et beaucoup plus vite, mais il y a aussi une pente qui je pense est en train de se dessiner. C'est important de la faire advenir et de créer cette envie d'aller vers ça. Remettre de la joie dans les luttes. C'est ce que propose la techno-activiste Mathilde Caillard, alias MC Danse pour le climat, qui s'est fait connaître durant les manifestations contre la loi retraite en 2023. Elle poursuit son action joyeuse avec le collectif Planète Boom Boom, créant des alliances inédites, comme par exemple avec le syndicat Sudrail. On a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Les grincheux diront que ça dessert la cause, mais sincèrement je ne le crois pas. Ça, c'est vraiment la phrase qu'il faut absolument bannir complètement parce qu'il n'y a pas de meilleure méthode que d'autres. Ça sert à rien de rentrer dans un espèce de purisme sur le comportement, sur il faut le faire. En fait, on fait pas ça parce qu'on est meilleur que les autres, on fait ça parce qu'on veut améliorer la qualité des moments qu'on passe ensemble, en fait. Et il y a différentes manières de mobiliser les gens qui sont toutes pertinentes, qui vont permettre de générer des prises de conscience. Et c'est par la collection finalement de chacune de ces méthodes qu'on va arriver vraiment à faire bouger les gens. Une méthode ne correspondra jamais à 70 millions de Français, mais 70 millions de méthodes, peut-être que... Julien Lamy le disait dans l'épisode 4 du podcast. Il n'a jamais autant embarqué les autres que depuis qu'il a pris du recul sur cette volonté de convaincre, pour plutôt partager la joie de son nouveau mode de vie. On va plutôt simplement partager le bonheur de son état, et c'est ça qui va participer à convaincre, plutôt que d'être dans une logique de « mais tu vois, il y a des enjeux forts, il faut que tu changes, c'est important », et de s'épuiser et de se cramer. Là, on partage simplement le bonheur de notre état, et c'est tout, en fait. Et ça suffit. Et donc, non seulement ça va être beaucoup plus efficace pour aller convaincre les autres de changer, mais en plus, ça va nous préserver nous-mêmes. Le fait de se changer soi, ça crée forcément du changement autour de soi, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, ça permet de rencontrer de nouvelles activités, de nouveaux métiers. Et donc ça, c'est super important. Et puis on voit aussi des gens autour de soi, y compris dans le cercle de proches. Autant on peut choisir qui on veut faire changer, mais par contre, ses proches, on va toujours faire Noël avec les mêmes personnes. Par défaut, finalement, ils nous voient aussi changer, et donc ils sont quelque part un petit peu embarqués. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les questions que ça suscite derrière chez tous nos proches. Et du coup, comment les accueillir aussi, et comment accueillir ces interrogations, comment y répondre, et comment on peut se tirer tous ensemble vers le haut. Le rapport de l'équipe Shift One Team a rencontré beaucoup d'écho au sein de l'écosystème des shifters. Il a fait l'objet d'un épisode de leur podcast Time to Shift. Il fait également partie des premières ressources mises à disposition des bénévoles qui rejoignent l'association, ce dont John est particulièrement fier. Enfin, il a nourri la réflexion du Shift Project sur la question des imaginaires. Le think tank a en effet réalisé que le message scientifique n'est pas suffisant, qu'il faut arriver à lui donner du sens, et donc le mettre en récit. Ainsi, dans son livre du PTEF, le plan de transformation de l'économie française, chaque chapitre inclut un petit passage de mise en récit, qui vient décrire ce que pourrait être le futur du secteur traité, afin qu'on puisse se projeter dedans. Je vois donc une question sous-jacente à ce rapport. Est-ce que tenter de faire changer ses proches est utile et peut contribuer à changer la société ? Autrement dit,
peut-on faire basculer un groupe en faisant changer les individus ? La question, c'est effectivement, est-ce que finalement la société, c'est juste une somme d'individus, et donc si tous les individus se mettent à changer un peu, on fera changer la société. Alors bien sûr, mais il faut aussi comprendre que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que la société, on l'a vu, ça influence énormément le comportement des gens. Il y a finalement toujours cette dualité. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait notre part, quand on va chercher ces 20% du rapport, au-delà juste de faire évoluer nos comportements, on fait évoluer aussi finalement notre vision du monde, la vision du monde de nos proches. On construit des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de s'amuser, des nouvelles manières de voyager, des nouvelles manières de vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui permet derrière de faire émerger des nouveaux imaginaires collectifs qui peuvent avoir vraiment de l'impact après au niveau plus global. En changeant délibérément leur image de la réalité, les gens sont en train de changer le monde. Et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est-à-dire d'aller ensemble se transformer. Une suite amusante à la publication des travaux de l'équipe Shift One Team, c'est que ça a permis à John de trouver son travail actuel. Il développe aujourd'hui des programmes d'action collective dans la société de conseil en environnement, A4MT pour Action pour la transformation des marchés, qui accompagne des entreprises, essentiellement du secteur du bâtiment, sur des enjeux de décarbonation, réemploi de matériaux et sobriété. Et une de ses collègues a récemment animé un groupe de travail des Nations Unies dans le but de faire émerger une définition collective, scientifique et politique de ce qu'est la sobriété, pour pouvoir derrière commencer à travailler dessus, à légiférer, etc. Cette réflexion s'est faite en lien avec la chercheuse Yamina Saeb, experte du GIEC, qui a lancé un laboratoire mondial de la sobriété après avoir réalisé la prouesse de faire rentrer ce mot dans le dernier rapport du groupe de travail numéro 3, publié en 2022. De ce travail, on a fait émerger une position qui est « Sufficiency is not behavior change », ce qu'on traduirait par la sobriété, ce n'est pas les éco-gestes, ou ce n'est pas les éco-comportements. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux manières de raisonner sur cette question d'éco-comportement. Il y a la vision qui dit le changement de comportement, les éco-gestes, les éco-comportements, c'est une manière d'atténuer à la marge les conséquences du système sans toucher au système. Finalement, on va demander au consommateur de changer marginalement ce qu'il achète, ce qu'il mange, comment il se déplace, etc. pour garder le même système mais qui soit un petit peu moins nocif. Et finalement, ça, c'est assez inefficace parce que fondamentalement, le problème, il est beaucoup plus structurel. L'autre manière d'aborder finalement ce changement de comportement, c'est dans une démarche beaucoup plus collective. L'idée, c'est de se dire, par nos actions, on va être capable de refondre le collectif autour de nouvelles pratiques, des nouveaux imaginaires pour changer la société en profondeur. D'un côté, on va être dans la coercition, dans l'injonction. De l'autre côté, au contraire, on va être dans l'émancipation. On va être dans reconfigurer les liens, créer des nouvelles formes de solidarité ensemble autour de nouvelles valeurs, autour de nouveaux imaginaires. Et ça, c'est une optique presque révolutionnaire finalement. Et la sobriété, c'est ça ce que ça doit être. Ça doit vraiment être une manière de repenser profondément comment on fait société ensemble, comment on crée nos liens, comment on crée de la valeur et réfléchir sur cette base à comment reconfigurer globalement nos liens, que ce soit à l'échelle individuelle, donc avec ses proches, mais derrière à l'échelle de son village, de son pays, entre les pays. Parce que la sobriété, c'est vraiment un sujet qui traverse un peu tout ça. C'est vraiment une nouvelle vision du monde, finalement, qui émerge. Au final, ne serait-ce pas cela qu'on cherche à faire en voulant faire changer les autres ? Donner l'opportunité à des individus de construire des groupes, mettre en commun leurs compétences, pour créer ensemble des moments joyeux, émancipateurs et libérateurs, et ainsi initier à terme des changements profonds au sein de la société. Pour John, ce n'est ni le pouvoir que certaines personnes pensent avoir sur les autres ou grâce à leur compte en banque, mais bien la qualité et la force des liens que l'on tisse qui nous permettra d'y parvenir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire vos retours via les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a aidé à cheminer, parlez-en autour de vous et donnez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour nous soutenir. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et de vos liens précieux.